Tout d'abord, le métier d'assistante maternelle, c'est un métier qui est tout terrain. Donc, vous avez une activité professionnelle qui est extrêmement particulière, même dans le monde du travail, dans le monde professionnel. C'est que vous avez en même temps des caractéristiques de ce qu'on appelle le salarié. Donc, c'est-à-dire que vous avez, voilà, vous êtes sous l'autorité, entre guillemets, d'un parent, d'un client, d'une certaine manière, d'un responsable, puisque vous êtes CDI ou CDD du parent. Donc, vous avez une relation en même temps salariée et en même temps, vous avez une certaine relation indépendante. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie d'une structure, vous n'avez pas d'entreprise. Et vous savez, en France, tout ça, c'est très cadré. Voilà, par exemple, on ne peut pas recruter quelqu'un au black. C'est pas, ça peut être potentiellement euh, euh, reproché. Mais en tant qu'assistant paternel, vous avez cette caractéristique assez particulière d'être des indépendants, ce qu'on appelle des particuliers employeurs. Dans ce cadre-là, vous avez un nombre de métiers, un nombre quotidien qui fait que vous avez des compétences tout terrain, des compétences extrêmement larges. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet atelier, c'est qu'en tant qu'assistant maternelle, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. C'est un métier dur et c'est pour ça qu'on en parle souvent, c'est qu'on me dit souvent, bah voilà, moi je n'ai pas envie de faire assistant maternelle parce que c'est trop dur, je dois gérer l'administratif, etc. Oui, mais donc du coup, avec le temps, la bonne nouvelle, c'est que si ça avance bien, et si vous, effectivement, vous progressez dessus, vous allez devenir incollable là-dessus. Et donc là, je vous ai mis les 5 principaux piliers de votre métier et les compétences que vous avez développées. Bien sûr, la gestion d'activité. Déjà, sans le faire exprès, mais voilà, vous avez en soi une gestion commerciale, donc vous devez trouver les clients. Vous avez une gestion de la communication, une gestion du marketing. Donc, c'est-à-dire que voilà, pour certains d'entre vous, j'imagine qu'ils l'ont fait, d'avoir créé des pages Facebook, de pouvoir communiquer avec le parent, de pouvoir s'être inscrit, par exemple, sur Nonotop pour trouver des clients. Ça, il faut se rendre compte que la majorité des métiers, ils ne font pas ça. Voilà, la majorité des métiers, ils n'ont pas besoin de trouver de clients en pratique. Ensuite, vous avez une gestion administrative. Donc, en fait, c'est vous qui gérez vos propres contrats, congés, impôts, etc. Alors, et même pour celles, parce qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des assistants maternels qui me disent non, mais Victor, moi, tu sais, j'utilise Topasmat, j'y connais rien, etc. Non, mais quand même, vous imaginez bien que les chefs d'entreprise, j'en fais partie, on ne gère pas nos fiches de paye à la main non plus et la fiche de paye de tous les membres de l'équipe tout seul. Non, on a des outils. Vous aussi, vous avez vos outils. Mais c'est vous qui les gérez. Donc voilà, cet aspect administratif, c'est important parce que ça fait partie du coup de vos compétences. Ensuite, vous avez tout un aspect pédagogique, donc bien sûr, auprès des enfants, comme on vient de le dire juste avant. Vous passez un temps incroyable auprès des enfants, vous avez un impact sur leur éducation, sur leur développement qui est énorme. Et donc, du coup, bah, voilà, sur les activités, sur son développement, c'est un de vos piliers principaux. Ensuite, sur le soin, je pense que c'est un pilier qui est souvent oublié, mais même par vous, hein, voilà, c'est que vous avez un impact énorme sur le soin de l'enfant. Parce que pourquoi? Parce que vous faites souvent la majorité des soins du quotidien. Voilà. Donc, la prise de médicaments avec ordonnance, les petits bobos du quotidien, etc. Et ça, c'est très important parce que je pense en particulier que dans la petite enfance, il y a peut-être autant de sujets liés aux soins que vous. Voilà. Ensuite, vous avez la relation avec le parent, bien sûr, qui est souvent un gros facteur voilà, de stress, entre guillemets, et d'arrêt du métier, d'ailleurs, de ce que j'ai entendu. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires hein, si vous, lequel pilier aujourd'hui vous demande le plus d'énergie et si vous en voyez d'autres. Mais voilà, j'ai l'impression que parfois la relation avec le parent, c'est souvent le pilier le plus compliqué. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, c'est la relation avec les partenaires. Voilà. D'une manière ou d'une autre, vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez avec la PMI, vous avez travaillé avec le relais petite enfance, avec les mairies et avec les autres collègues, parfois, avec l'organisation au niveau local. Et ça, c'est très riche. Voilà. Et donc aujourd'hui, en termes de métiers, il y a peu de métiers en France qui soient aussi riches que le métier des soins maternels. Voilà. Et ce que je fais dans cette slide, c'est que j'essaye de vous le faire comprendre. Voilà. Que c'est quelque chose qui est important. Parce que cette richesse, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Et souvent, j'ai des discussions avec des assistants maternels qui me disent bah oui, mais moi, voilà, on n'est pas valorisé maternel, etc. En fait, le problème principal qu'on a en tant qu'assistant maternel, c'est que c'est un métier aujourd'hui où on ne fait pas carrière sur le papier. C'est-à-dire qu'on peut faire 20 ans, 30 ans assistant maternel, mais c'est assez rare. Donc déjà, pour commencer, je pense que c'est important et je vais peut-être mettre un pavé dans la mare là, mais pour beaucoup d'entre vous, en tout cas avec beaucoup d'assistants maternels avec qui je discute, effectivement, le métier d'assistant maternel, c'est un métier où on en rentre un peu par opportuniste, enfin par opportunisme, pardon. Donc c'est vrai que c'était pas forcément une vocation initialement. On travaillait souvent dans un autre endroit de la vie privée ou publique. Euh, et en fait, en général, on a eu un enfant et donc du coup, on s'est dit, bah voilà, pas forcément les moyens d'avoir une solution de garde ou quoi que ce soit, ou bien même j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de les accompagner à grandir, et donc du coup, je vais m'installer en tant qu'assistant maternelle. Et donc effectivement, bah, d'une manière ou d'une autre, ces 5 piliers, ils vont un peu se mettre devant vous très rapidement. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a plein de professionnels qui se disent ah bah non mais moi j'ai pas envie de devenir assistant maternelle, etc. Parce que c'est un métier qui est compliqué. Mais donc du coup, le fait que ça soit un métier qui soit un peu par opportuniste, c'est ça
J'ai beaucoup aussi de personnes qui sont en accueil collectif, par exemple, et qui se lancent en accueil individuel. Mais encore, j'ai rencontré je pense que j'ai rencontré environ 2500 assistantes maternelles depuis 2 ans. J'ai rencontré une seule personne qui souhaitait vraiment faire assistante maternelle et qui, après le bac, s'est installée en tant qu'assistante maternelle. Voilà. Si d'ailleurs elle est là elle est là aujourd'hui, pardon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous, c'était votre vocation d'être assistante maternelle depuis le début, et vous l'avez devenu, et vous êtes devenu. Mais j'ai l'impression que voilà, par contre, il y en a plusieurs où elle me disait, bah voilà, moi je suis devenue assistante maternelle parce que c'était un rêve avant, mais bien sûr, mes parents ils m'ont redirigé vers d'autres endroits, j'ai fait une carrière à côté, et puis après je suis revenue. Euh, mais voilà, et donc effectivement, le fait que ce soit un métier qui est un peu opportuniste, souvent on a beaucoup d'assistants maternelles, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais qui sont un peu avec le syndrome de l'imposteur. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire, ah mais moi je suis pas légitime pour être vraiment considéré en tant que tel comme un professionnel de la petite enfance. Voilà. Et ça, c'est une limitation qui est très importante parce que voilà, donc j'en entends beaucoup qui disent non, mais moi j'étais en restauration avant, ou j'étais en caisse, et voilà, je suis pas vraiment professionnel de la petite enfance. Mais en fait, si. Et ce qu'on vient de voir avec les 5 piliers qui étaient juste derrière, c'est que vous le vouliez ou non, vous êtes professionnel de la petite enfance. Ce qui fait la différence entre vous, et ce qui est un peu compliqué avec le métier d'assistant maternelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de diplôme qui est associé euh, au fait d'être assistant maternelle. Alors qu'en France, un diplôme, c'est égal à un métier. Voilà. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, le parcours classique d'une assemblée qu'on a, en tout cas, qu'on observe au niveau de la CNAF, par exemple, des statistiques nationales, c'est que voilà, on a une personne qui va rentrer dans le métier, dans le secteur de la petite enfance, voilà, venant de plein d'endroits différents. Voilà, je vois Ophélie qui dit j'ai été à Tsem pendant 15 ans, j'ai quitté pour être présente pour ma fille au quotidien tout en continuant ma vie pro. Exactement. Voilà, c'est classique. Ça, c'est le parcours classique. Donc, on se redirige là, on a un événement de vie. Soit on a un enfant, soit bah, voilà, on doit arrêter son travail d'avant et on est obligé de se, de se reconvertir, ou bien on a envie de se reconvertir, on a un peu, voilà, en tout cas un événement de vie. Ensuite, on va être à SMAT pendant 5, 10 ans, et ensuite, on a les enfants qui ont grandi, voilà, ou bien on prend de moins en moins de plaisir à voilà, avoir quand même une vie professionnelle qui rentre dans sa vie personnelle, et qui donc peut être assez compliquée, et donc du coup, on retourne dans son secteur d'avant. Voilà. Et ça, c'est un très gros problème. Voilà, c'est un très gros problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'assistant maternel, vous êtes potentiellement le plus gros vivier de professionnels de la petite enfance. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, il manque des professionnels de la petite enfance. Il manque des professionnels pour s'occuper d'enfants. Il y a des gens qui disent qu'il y a des manques de vocation, etc. Ça, on n'en discutera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fait est que le métier d'assistant maternel, c'est un métier qui attire, comme on vient de le dire, par opportunité, potentiellement, et c'est pas très grave, qui attire par opportunité, et on n'arrive pas à garder les talents comme vous, dans le secteur de la petite enfance. Voilà. Et donc, c'est important pour nous, et en tout cas chez Gazouille, c'est comme ça qu'on le voit. C'est que notre objectif avec Gazouille, c'est de pouvoir vous épanouir dans votre métier. Et vous épanouir dans votre métier, ça veut dire, bah, bien sûr, pour que vous restiez à centre maternelle, mais potentiellement que vous puissiez vous reconvertir. Et que vous puissiez, mais rester dans la petite enfance. Et en fait, au lieu d'avoir ce cycle où, en fait, bah, voilà, on retourne après dans son secteur ancien, parce que par facilité, peut-être que, voilà, en fait, voilà, on a fait le tour un peu potentiellement du métier, et donc du coup on veut sortir. Voilà, je vois iPhone, oui, pareil, maman d'un garçon de 2 ans et demi, puis ma ville n'avait pas de poste d'ATSEM, mais c'est un métier où l'on gère nos horaires. Et exactement. La solitude se fait ressentir quand nos enfants grandissent et pas assez reconnus et mal rémunérés. Effectivement, Véronique. Voilà. Ça, c'est un sujet. Et donc en fait, notre enjeu, et ça, j'ai envie que vous le compreniez, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette présentation sur vos compétences et vos secteurs de compétences, c'est pour vous dire que aujourd'hui, vous arrivez dans le métier de maternelle, vous développez tout un tas de compétences, tout un tas de connaissances, que ce soit sur le développement de l'enfant, etc. Donc voilà, vous entrez entre guillemets, dans le secteur de la petite enfance. Vous avez votre formation initiale. Ensuite, pendant 5-10 ans, bah voilà, vous avez des expériences terrain. Potentiellement, vous allez faire des formations. D'un point de vue personnel, vous aussi, vous allez grandir, vous allez mûrir, etc. Et en fait, tout ce talent-là, tout ce vivier de talent que vous êtes aujourd'hui, et ben en fait, il retourne dans la nature, entre guillemets. Il retourne dans son ancien métier. Et voilà. Et, et ça, aujourd'hui, donc comme je vous dis, c'est un problème pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un problème, c'est que bah, toutes ces expériences, toutes ces formations, bah, en fait, finalement, elles sont un peu jetées par la fenêtre d'une manière ou d'une autre. C'est qu'en fait, si une fois que vous retournez à votre poste d'avant, bah voilà, toutes ces compétences que vous avez développées dans la petite enfance, elles ne sont plus utilisables dans la société. Ensuite, dans la société concrètement, en tant que professionnel de l'enfance, on a besoin de talents comme vous, de professionnels qui font carrière, qui montrent la voie à d'autres personnes. Euh, et ça, c'est super important. Et voilà, le gouvernement n'a pas arrêté de le rappeler. Et donc, c'est important de nous aussi de le mettre en avant. Voilà. Et donc, ce vivier de talent, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer, avant tout en tant qu'assistant maternel, qu'est-ce que vous pouvez développer et dans quoi vous pouvez vous développer aujourd'hui. Mais le plus important que je veux que vous reteniez de ces premières slides, c'est vous avez une compétence tout-terrain. Voilà. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui font autant que vous. Et ça veut dire quoi, principalement? Par exemple, aujourd'hui, je prends une professionnelle en crèche.
elle est beaucoup moins polyvalente que vous. Pourquoi? Bah, parce que la professionnelle en crèche, déjà, elle travaille dans une équipe où il y a une directrice qui a elle-même des responsabilités, peut-être une coordinatrice qui en a d'autres, peut-être une supérieure qui en a d'autres, etc. Donc, en fait, finalement, l'enfant, oui, il y voit peut-être 2 ou 3 professionnels dans la journée, alors que vous, il va voir que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de gérer tout. Voilà. C'est vous qui assurez vraiment la continuité du soin. Donc, voilà. Et donc ça veut dire que ce talent-là, l'objectif, c'est de le faire fructifier. Et la question, c'est, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire ensuite en tant qu'assistant maternel? Bah, déjà, avec toutes ces compétences-là, il y a plein de métiers qui s'offrent à vous. Déjà, il y a des métiers qui sont plus reliés à ce qu'on appelle aux soins. Donc, par exemple, la maternité et l'hôpital. Je sais que on a eu un commentaire juste avant où c'était la personne nous disait qu'elle voulait elle voulait travailler en néonat. Voilà, exactement. Ouais. Myriam, je ne voulais pas être assistante maternelle, mais j'ai trouvé mon métier passion. Exactement. Et en fait, nous, on trouve ça trop dommage de vous dire, bah voilà, vous êtes rentré dans ce secteur-là potentiellement par opportunisme. Super. Vous avez adoré ce métier, vous y avez trouvé plein de qualités, potentiellement des défauts aussi, mais bon, voilà, tous les métiers ne sont pas parfaits. Et bah, la question, c'est parfois les défauts prennent la place des qualités, et donc finalement, vous êtes poussé à la sortie. Voilà. Alors que potentiellement, vous auriez aimé rester. Et bah, ce qu'on essaie de faire avec Ezoui, ce qu'on essaie de faire avec cet atelier, c'est vous montrer où est-ce que vous pouvez aller. Voilà. Pour toujours un peu accompagner l'enfant et continuer la mission de vie que vous vous fixez en tant que professionnel de la petite enfance. Donc voilà, d'abord, première étape, plus les métiers autour du soin. Donc maternité, ça c'est la base, hôpital ou PMI, pour celles qui ne le savent pas. Voilà. Ensuite, on a plus des travaux au milieu en tant qu'accueil collectif. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez travailler en établissement d'accueil du jeune enfant, soit en poste de direction, soit en poste de terrain. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, euh, vous avez des compétences qui sont liées aussi à des compétences d'administration. Voilà. Et par exemple, une EJE qui est en direction de structure, c'est une de ses problématiques principales. Donc voilà. Ah, je crois qu'on a un enfant qui s'est réveillé et du coup, on a un micro qui s'est. Non, c'est bon. Donc voilà, EAGE, donc ça c'est établissement d'accueil du jeune enfant. Donc vous le connaissez, donc c'est micro-crèche, crèche, etc. Et ça, vous pouvez passer en direction ou en terrain. Voilà. Ensuite, il y a un poste qui est un peu moins connu, c'est les mairies, et en particulier c'est en direction petite enfance. Les directions petite enfance, c'est donc les endroits qui sont chargés, les services des mairies qui sont chargés de entre guillemets, de la planification de la petite enfance au niveau local. Donc ça peut être d'ailleurs en mairie, mais ça peut être aussi au niveau du département, au niveau régional, etc. Mais c'est souvent au niveau de la mairie qu'il y a des départements très développés. Et en fait, si vous êtes une professionnelle qui est très intéressée par potentiellement la gestion de budget, la gestion de projet aussi, ça, la mairie, c'est le top du top. Voilà, parce qu'en général, en fait, on vous met des budgets à disposition. Et voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, je parlais avec la directrice petite enfance de la mairie de Toulouse. C'est une professionnelle aujourd'hui, c'est une professionnelle de la petite enfance, hein, qui gère 30 millions de budget par an au niveau des structures petite enfance et qui développe la petite enfance au niveau local. Donc voilà, elle n'est pas directement, et vous avez vu en fonction des différents piliers de carrière, si j'ose dire, vous avez différents endroits vers lesquels vous pouvez vous diriger. Si vous souhaitez rester au contact des enfants, mais tout peut-être en grandissant, en ajoutant du management, en ajoutant de la responsabilité, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement EAJE ou bien maternité-hôpital. Voilà. Ensuite, si vous cherchez plus de la gestion de projet, c'est-à-dire voilà, vous souhaitez un peu vous éloigner entre guillemets de l'aspect terrain de la petite enfance, mais vous souhaitez développer le secteur en développant des projets, en ouvrant par exemple voilà, des structures petite enfance. Là, on est plutôt mairie et EAJE aussi sur la partie direction. Voilà. Et ça, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles et peut-être qu'on en a dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Il y en a beaucoup qui créent des associations. Voilà. Et ça, c'est génial. Voilà. Ou créer des MAM, par exemple, des maisons d'assistance maternelle. Ça, c'est top. Mais potentiellement, aujourd'hui, si vous créez une MAM et que vous en avez peut-être un peu marre, mais demain, vous pourriez créer une crèche. Et je ne rigole pas, j'ai la discussion beaucoup avec des assistantes maternelles qui me disent: ah non, mais moi, je ne suis pas légitime pour monter une crèche. Mais vous pensez que les gens qui sortent d'école de commerce et qui montent des crèches, ils sont légitimes, eux? Non, ils ne se posent pas la question. Ils le font. Et c'est ce que je vous dis encore une fois. Vous avez cette compétence 360 degrés. Ça, vous êtes en même temps capable de faire de la gestion et en même temps capable de faire de la petite enfance. Voilà. Donc, si votre projet, c'est d'ouvrir une crèche, d'ouvrir une association, d'ouvrir une MAM, c'est top, il faut y aller. Et donc, j'ai vu une des collègues dans les commentaires qui disait qu'elle avait passé le CQP MAM. C'est super, c'est une super idée. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le faire, mais voilà. Si, on peut faire MAM, il suffit de répondre aux conditions. Exactement. C'est pas un grand problème. Moi, je viens de créer une association avec 2 collègues, 5 pas, une MAM. C'est génial, Mélanie. C'est ça, tout à fait. C'est mon projet, passer ma VAE AP pour travailler en maternité, Cindy.
Exactement, je dis: «Bah, ça, c'est un super projet». Alors justement, parce qu'on va y venir. Maintenant, je vous ai proposé tous ces chemins de carrière. Donc comme je dis, maternité, vous travaillez directement avec l'infirmière ou avec le pédiatre et vous êtes vraiment du coup sur, bah, voilà, de la, néonatologie, ils appellent ça néonat. Donc c'est vraiment vous occuper des nouveau-nés. Potentiellement, vous allez avoir dans certains cas, vous allez pouvoir travailler sur des enfants peut-être en cas de, comment on appelle ça quand ils sont nés avant terme? C'est de prématurés, pardon. Hôpital, ça va plus être en travail avec le pédiatre, voilà, ou avec l'infirmière directement. La PMI, c'est plutôt alors là, c'est vraiment avec le pédiatre aussi, c'est pendant les consultations de PMI. PMI, on se souvient, protection maternelle infantile. J'ai des questions, j'ai eu des asapates qui m'ont dit: «Moi, j'aimerais beaucoup, devenir, infirmière pour pouvoir, aller voir les assistantes maternelles et bah, voilà, contrôler entre guillemets, enfin faire partie de l'équipe de la PMI qui contrôle les assistantes maternelles». Et bah, c'est possible. Et voilà, c'est possible, c'est un projet qui est tout à fait possible. Et ensuite, il y a, la mairie. Donc la mairie, comme je vous ai présenté, c'est surtout les directions petite enfance. Donc voilà. C'est une grande aide, le CQP, très complet. Il y a un diplôme à la clé, c'est valorisant. Il y a un travail sur soi tout au long des 9 mois. Super Véronique, bah, je suis content, effectivement, heu, que le CQP puisse vous aider. Donc effectivement, là-dedans, ce qui va vous manquer principalement et là vous voyez ma présentation et vous allez comprendre. Ce qui va vous manquer pour faire ces étapes dans la petite enfance, c'est un diplôme. Voilà, je pense qu'on vous l'a rabâché et c'est l'éléphant au milieu du couloir. Et donc je voulais prendre un peu de temps pour vous rappeler pourquoi, le diplôme, c'est important. En fait, la particularité du métier d'assistante maternelle, c'est que c'est potentiellement un des seuls métiers où il n'y a pas de diplôme qui est associé. En France, un diplôme, c'est égal à un métier. C'est-à-dire que quand on regarde dans la loi, et je l'ai parlé dans l'atelier de mardi, donc pour celles qui étaient déjà là, vous pouvez fermer les oreilles à partir de là. Mais en gros, en France, initialement, on avait juste des personnes qui travaillaient. Voilà, on avait les forgerons qui forgeaient et ce qui caractérisait un forgeron, c'était plus qu'il forgeait plutôt qu'il avait un diplôme de forgeron. Ça, c'était pas la chose qui intéressait et d'ailleurs, si vous vouliez devenir forgeron, bah, vous alliez travailler avec le forgeron, et voilà et on devenait forgeron en forgeant. Voilà. Mais au moment où, bah, du coup, la population a grandi et où on a souhaité plutôt se poser des questions plutôt sur, OK, bah, l'éducation sans âge, la formation professionnelle, comment on se forme à un métier et cetera et bah, l'un dans l'autre, on a dû créer enfin l'État de enfin, mais un peu c'est un peu partout dans le monde, hein, l'État a créé ce qu'on appelle les diplômes. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire: «Bon, bah, finalement, qu'est-ce que c'est un forgeron?» Voilà et bah, globalement, on et donc ça, c'est parti de là, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un forgeron? C'est parti du coup, ce qu'on appelle une définition d'un métier et en fait, de ce métier-là, on a directement défini ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Voilà et donc en fait, ces compétences, c'était quoi? Bah, c'était une liste de compétences dans lequel quand on a ce métier-là et ben, on a ce diplôme et donc ce que ça veut dire, c'est que du coup, bah, n'importe qui pouvait, une fois qu'on se préparait à ces compétences, soit on les a déjà, soit on les prépare et du coup, on pouvait passer le diplôme et donc du coup, c'est pour ça qu'en France, par exemple, vous allez vous dire: «Mais c'est bizarre, en tant qu'assistante maternelle, on n'a pas de diplôme». Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait, Hyperia a lancé le diplôme d'assistante maternelle, mais en pratique, vous n'avez pas besoin de ce diplôme pour être assistante maternelle et pour être reconnue comme telle, pour trouver des clients en particulier et cetera. Mais pour tout le reste, vous avez besoin d'un diplôme. Et donc tous les métiers que j'ai présentés juste avant, ce qui vous empêche aujourd'hui de l'accéder à ces métiers-là, c'est juste, et je réinsiste dessus, c'est juste votre envie, d'abord, potentiellement, et un diplôme. Voilà. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez devenir animatrice de relais petite enfance, c'est possible. Voilà. Ça dépend de 2 choses, ça dépend de votre envie et du temps que vous avez devant vous. Pourquoi? Parce que les compétences, vous les avez. Voilà. Pourquoi vous les avez? Parce que potentiellement au niveau, local, bah, par exemple, vous faites déjà au niveau des compétences petite enfance, vous les avez, les compétences administratives, vous les avez, les compétences tout simplement de gestion, vous les avez pas encore et donc effectivement, il vous faut un peu de temps pour les passer, mais elles sont pas loin et donc c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que le métier sans matériel, c'est ça qui est beau, c'est que vu que c'est un métier tout terrain, c'est un métier qui peut mener partout. Voilà. Une fois que vous avez fait assistant maternelle, vous pourriez diriger une boutique. Pourquoi? Parce que vous dirigez le fait que voilà, il faut trouver, les clients, il faut gérer le stock, un peu comme vous le faites déjà en soi avec le stock, la relation avec les parents pour qu'ils ramènent les couches, les compresses si effectivement il y en a plus et qu'il faut gérer l'approvisionnement, et cetera. Alors moi, j'ai pas envie que vous alliez dire une boutique, parce que moi je veux que vous restiez dans la petite enfance et je veux vous montrer qu'on peut faire carrière dans ce secteur-là, mais pour vous dire que c'est potentiellement un des métiers les plus polyvalents qui existent. Voilà et donc du coup, pour revenir à notre sujet, la principale chose qui va vous bloquer aujourd'hui, en tout cas dans votre carrière, ça va être cette partie diplôme. Voilà. Et même si, moi je trouve que le diplôme d'Hyperia, c'est super intéressant de vouloir créer un diplôme, d'assistante maternelle. Moi je préférais que vous passiez le diplôme par exemple d'auxiliaire de puériculture ou peut-être un CAP, voire même un diplôme de JE
que d'avoir le diplôme d'assistante maternelle. Le diplôme d'assistante maternelle, malheureusement, il n'y a pas d'équivalence. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous ne pourriez pas travailler en maternité à l'hôpital, vous ne pourriez pas travailler en crèche, vous ne pourriez pas travailler en mairie. Donc, c'est un beau diplôme, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément celui-là qui va vous faire développer dans la petite enfance. Donc, voilà. Donc, c'est important que la seule chose qui vous réduit, c'est le diplôme. Voilà. Et en particulier, c'est les compétences qui sont associées au diplôme. Et donc, voilà, la question maintenant, c'est du coup, bon, bah, comment est-ce que je peux obtenir un diplôme? Donc, par exemple, si on revient un peu juste avant, aujourd'hui, dans la petite enfance, on a 3 diplômes principaux. Voilà. Le premier, c'est le CAP petite enfance. Ça, vous le connaissez en général, donc je ne vais pas revenir trop précisément dessus. Mais c'est le premier diplôme qu'on a. Pour vous donner un exemple, c'est un diplôme de niveau brevet. Voilà. Ensuite, on a les diplômes d'auxiliaire de puériculture. Ça, c'est un diplôme de niveau 4. Donc, c'est un diplôme de niveau bac. Et c'est un diplôme qui est effectivement un peu centré sur le soin. Voilà, donc c'est un des grands piliers que vous avez déjà de votre côté. Et donc, pour moi, c'est un des métiers qui va vous ouvrir le plus de portes aujourd'hui dans la petite enfance. Même plus que le diplôme de JE. Ah, je crois que quelqu'un n'a pas éteint son micro. C'est bon. C'est un qui va vous ouvrir le plus de portes. Voilà. Et en même temps, c'est celui qui est le plus proche de votre travail du quotidien. Donc en fait, avec un diplôme d'auxiliaire, vous allez pouvoir travailler en maternité, vous allez pouvoir travailler à l'hôpital, vous allez pouvoir travailler en ESJE, en PMI et en mairie. En gros. Voilà. Donc en fait, ça va vous ouvrir toutes les portes. Mais bon, très rapidement, la question c'est OK. Et le troisième, le fameux troisième, celui qu'on connaît le plus, c'est le diplôme d'EJE, d'éducatrice des jeunes enfants. Vous, en tant qu'assistante maternelle, potentiellement, vous avez une éducatrice des jeunes enfants autour de vous, c'est votre animatrice de relais. Voilà. Et donc, effectivement, avec un diplôme d'éducatrice des jeunes enfants, éducatrice, donc EJE, c'est un diplôme de niveau 6. Donc, c'est un diplôme de niveau licence. Et je vois Aurélie la question, pouvez-vous nous en dire plus sur les passerelles pour le diplôme de JE, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je le fais juste après parce que c'est compris dedans. J'y avais même pas pensé, AP en PMI, ça peut être sympa aussi. Exactement. Alors surtout qu'une AP en PMI, ça dépend de la mission que vous pouvez prendre, hein, ça dépend des postes qui s'ouvrent. Mais soit vous travaillez directement avec le P4. En fait, vous êtes en consultation avec lui et votre rôle, c'est vraiment d'accueillir les familles, d'accueillir les enfants, rassurer les enfants au quotidien, etc., pendant les consultations, par exemple. Ou bien directement avec les infirmières. Voilà. Parce qu'en particulier, je réinsiste sur le diplôme d'AP, le diplôme d'AP, c'est officier de puériculture. Donc si on revient à ce qu'on s'était dit juste avant sur la définition d'un métier, bah oui, en fait, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, avant tout, c'est une description du métier d'auxiliaire de puériculture. Et donc l'auxiliaire de puériculture, c'est quoi son rôle? C'est quoi sa raison d'être? C'est d'être l'auxiliaire de l'infirmière puéricultrice. Voilà, c'est littéralement le nom. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, n'importe où travaille une infirmière puéricultrice, normalement, vous pouvez y travailler aussi. Voilà. Et donc, du coup, le dernier, effectivement, c'est EJE. Donc, EJE, vous êtes un niveau licence, donc c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus haut, qui est bien sûr plus compliqué. Alors, ça dépend, potentiellement, on a parmi vous qui ont fait des études longues, mais c'est du coup, vu que c'est des études longues, des études super longues, ça peut être des études qui peuvent être un peu compliquées. Voilà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec, voilà, avec le système scolaire, mais encore une fois, vous pouvez le faire. Et en particulier, il y a des passerelles qui existent, et donc, je vais vous en parler juste après. Mais voilà en gros les 3 grands diplômes. Et ensuite, et ça c'est la dernière chose que je voulais vous ajouter, c'est qu'effectivement, la suite logique à auxiliaire, ça peut être 2 choses. Soit ça peut être EJE. Donc une fois que vous êtes auxiliaire, vous pouvez passer soit à l'école, soit en VAE, le diplôme de JE, c'est possible. C'est des diplômes qui sont assez différents, on y revient juste après, mais qui sont assez complémentaires, je trouve. Voilà. Et ensuite, et ça c'est quelque chose d'assez fort, et ça va beaucoup évoluer dans les prochaines années, donc c'est intéressant, quand vous êtes AP, vous pouvez aussi devenir infirmière. Infirmière puéricultrice. Alors, attention, parce que le métier d'infirmière, c'est un peu un métier comme le métier d'assistante maternelle, c'est que c'est un métier qui est régulé. C'est-à-dire qu'en fait, être infirmière, c'est pas juste une formation et on a le diplôme d'infirmière, ça, on peut l'avoir, mais c'est aussi vous rentrer dans une profession qui est régulée. Et donc, du coup, en fait, par exemple, la VAE aujourd'hui n'est pas possible pour devenir infirmière. Voilà. Donc, on ne peut pas passer une VAE d'auxiliaire à infirmière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il existe de plus en plus de passerelles, et depuis la loi qui est tombée, c'était en 2022, qui souhaitent développer justement le secteur du médico-sanitaire. Aujourd'hui, ils sont en train de créer de plus en plus de passerelles entre le diplôme d'auxiliaire de puériculture et le diplôme d'infirmière. Bien entendu, c'est des diplômes qui sont très proches. Et en particulier, par quelle porte ça prend? Et ben en fait, vous donne un exemple très concret. Vous pouvez être auxiliaire à l'hôpital, par exemple auprès d'infirmières. Et si vous avez travaillé 3 ans, ensuite vous pouvez demander une équivalence pour démarrer la formation. En fait, ils sélectionnent. Vous savez, pour devenir infirmière, il y a un concours d'entrée. Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a une partie de ce concours d'entrée qui est réservée aux auxiliaires de puériculture
où donc du coup les places, bon, c'est un concours, donc il faut quand même être bien placé, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez devenir infirmière. Et donc ça vous facilite l'accès, si vous voulez, au concours. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des dispenses de formation, ou comme son nom l'indique dans infirmier, c'est des dispenses de scolarité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cours que vous n'avez pas besoin de suivre en tant qu'infirmière. C'est pas mal. Et vous avez pas besoin de faire de stage aussi. C'est un petit avantage en plus. Voilà. Bon, après, potentiellement, vous avez d'autres choses à faire, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est possible de devenir, après auxiliaire, de devenir infirmière. Et après EJE, par contre, alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est un diplôme qui est plus loin du diplôme du diplôme d'infirmière, mais c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Et donc, du coup, bah, bien sûr, pour atteindre ces diplômes, il y a les 4 manières qui existent. Voilà, les 4 manières, c'est d'abord l'école. Donc ça, c'est s'inscrire en formation et ensuite faire l'année d'école. L'alternance, où du coup, ce qui différencie, bah, c'est comme je vous avais expliqué, un diplôme, c'est en fait un ensemble de compétences. Donc si je vous prends l'exemple de l'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme qui a 12 compétences. C'est-à-dire que pour avoir le diplôme, il faut valider ces 12 compétences. Comment on fait? Bah, c'est très simple. Soit vous allez à l'école, et en fait, ces compétences, on les apprend. Voilà, c'est très simple, on apprend les compétences, donc on fait de la formation. Et ensuite, on a un jury qui donne le diplôme. On a l'alternance. L'alternance, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, une partie, vous êtes en partie à l'école et en partie en entreprise. Donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une partie des compétences, vous allez les acquérir à l'école, et une partie des compétences, vous allez les acquérir en entreprise. Voilà. Ensuite, il y a le candidat libre, où là, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous et vous vous dites, ah bah non, mais moi, c'est bon, pas besoin de passer par la formation, les compétences, je les ai déjà, donc je passe le même concours que toutes les gens qui sont en école et en alternance, et je tente ma chance. Voilà. Donc là, c'est important, c'est que l'examen à la fin qui vous donne le diplôme, dans tous les cas, dans ces 4 cas-là, il y a un examen à la fin, obligatoire. Néanmoins, en école, en candidat libre et en alternance, c'est le même examen. Voilà. Et ensuite, la quatrième, et qui est potentiellement la moins connue, alors que voilà, et nous, on espère que ça va se développer beaucoup plus, surtout pour vous, c'est la VAE. La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Et l'idée de la VAE, c'est de pouvoir passer un diplôme en faisant reconnaître ses compétences. Donc voilà. Et on revient à ce qu'on disait juste avant, et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans une VAE. C'est qu'aujourd'hui, la VAE, ça vous permet, sans avoir besoin de retourner à l'école, c'est-à-dire en continuant de travailler dans votre vie quotidienne, bah, vous pouvez passer un diplôme et donc ainsi évoluer dans la petite enfance. Évoluer dans la petite enfance ou juste vous faire reconnaître. Moi, j'ai des gens qui passent des VAE, par exemple. Donc, pour vous dire, moi, je suis l'accompagnateur sur le diplôme d'auxiliaire. Donc, c'est pour ça que je suis très biaisé sur ce diplôme. Je trouve que c'est un diplôme super. Mais vous êtes à son maternelle, vous passez la VAE d'auxiliaire. Vous pouvez le faire en parallèle de votre activité. Il y en a certaines qui me disent, mais moi, je veux juste passer parce que c'est un défi. C'est un peu comme ce que je vous disais au début. C'est un défi que j'ai envie de me mettre. Et voilà. Il y en a d'autres qui me disent, moi, c'est parce que voilà, je me dis, est-ce que je peux rester à San Maternelle toute ma vie? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas envie de voir d'autres choses, d'autres métiers, etc. Très bien. Il y en a certaines qui me disent, bah non, moi, je veux juste me sentir valorisé. Voilà, que les parents échangent de regard sur moi, etc. Voilà, tout est valable. Il y a pas d'enjeu particulier. Donc, en fait, en formation. Voilà, donc vous faites la formation CAP. Vous avez des écoles en ligne en particulier qui vous permettent de le faire depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans la salle de classe. Et ça dure, il me semble, 500 heures. Ça dure une année, en gros. Vous avez de l'alternance, ça marche après pareil, c'est juste que pour le coup, c'est forcément en présentiel, il me semble. Voilà, et qu'il faut vous trouver une entreprise en plus. Donc, c'est en plus de trouver une école, il faut trouver une entreprise. Mais ce qui est bien, c'est que dans le cadre de l'alternance, c'est l'entreprise qui finance votre CAP. Là où dans l'école, soit c'est le CPF, soit parfois le Pôle emploi peut financer une partie de l'école. C'est possible aussi. Le candidat libre, bah, par définition, c'est candidat libre, donc vous n'avez pas besoin de vous former, donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Donc, il faut juste payer le prix de l'examen. Dans certains cas, et dans certains cas même, dans certaines académies, je crois même qu'il est pris en charge pour le CAP, hein. Donc voilà, vous avez l'opportunité. La seule chose, c'est que, par exemple, pour le CAP, vous avez des stages obligatoires. Donc même en tant que candidat libre, il me semble que vous devez quand même passer des stages. Et ça peut être un peu compliqué parce que le candidat libre, vous n'avez pas de convention de stage. Donc les employeurs, ils vont pas forcément vous accepter. Enfin, c'est plus compliqué. Et enfin, vous avez la VAE. Donc la VAE, comptée pour une VAE CAP, c'est 1 ou 2 mois. Et l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va vous accompagner dans la rédaction de votre dossier de VAE. Donc, je vais y revenir un peu après sur ce que c'est la VAE, mais voilà, en gros, si vous faites une VAE CAP aujourd'hui, comptez 2 mois. Voilà, nous, on a notre première promotion, ils ont même fait 1 mois, pour être tout à fait transparent. Donc voilà, donc ça peut aller très vite. Mais il faut choisir. Et dans le cadre de la VAE, le financement, il est un peu différent, puisque le financement de la VAE, aujourd'hui, avec France VAE, c'est un financement qui est totalement géré au niveau du gouvernement, de la plateforme France VAE. Donc, vous n'avez même pas besoin de financer avec votre CPF.
Voilà, vous n'avez même pas de crédit, quoi que ce soit. Voilà. Comment peut-on faire pour passer une VAE pour auxiliaire de puéricultrice? Je fais actuellement un VE AEPE pour le module 2, mais j'aimerais bien faire ça après. Eh bien, écoutez, Christelle, on va en parler. VAE, EJE, combien de mois Ratiba? Alors, nous, on compte 6 mois. Voilà, 6 mois, sachant que voilà, EJE, encore une fois, ce qui va être particulier, on pourra regarder pour celles qui sont intéressées, on pourra regarder juste après, ou bien vous pouvez vous inscrire directement sur le formulaire. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fait pas quitter la réunion, mais comme ça, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les infos. Le JE, ce qui est plus compliqué, c'est qu'en fait, en tant qu'assistant maternelle, dans votre métier du quotidien, il n'y a pas forcément toutes les choses qu'on attend dans une EJE. En fait, dans le cas d'une AP, si vous voulez, ou dans le cas du CAP, alors, dans le cas d'une AP, toutes les compétences qui sont données dans le diplôme AP, vous le faites dans votre vie quotidienne. Voilà, on va y venir juste après. Je vais vous montrer, comme ça, je vais vous faire la preuve, vous n'allez pas être choqués. Pour CAP, c'est presque pareil. La seule différence dans le CAP, c'est qu'il y a un bloc qui est dédié à l'accompagnement collectif, et dans ce cadre-là, il faut faire un stage. Mais ce qui est bien entre le candidat libre et la VAE, par exemple, c'est que le candidat libre trouve votre stage, bon courage, voilà. Alors que dans la VAE, vous avez des conventions de stage. On peut vous éditer des conventions de stage. Donc, c'est-à-dire ce gros problème-là, il n'y est plus. Voilà. Et honnêtement, on y va presque aussi vite. Aurélie, 6 mois, on continue à travailler en parallèle? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Pas besoin du stage quand on est ASMAT, il y a une dispense. Alors, pas sur l'accompagnement collectif. Non, non, non. Dans le CAP AEPE, il y a 3 blocs. Et le bloc 2, c'est un bloc qui est dédié à l'accompagnement collectif. Et donc, effectivement, là, soit vous avez des expériences en accueil collectif, par exemple en école maternelle, ou en EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant, donc crèche. Si vous n'en avez pas, il faut faire un stage. En ayant déjà travaillé en collectif avant d'être Oui. ASMAT, on doit comment faire le stage? On doit quand même faire le stage. Non, pas besoin, Ophélie. Non, pas besoin. Je répète, si vous avez déjà des expériences en collectif, vous n'avez pas besoin. Excusez-moi, Victor. Oui. Bonjour, c'est Aurélie à l'appareil. Je me permets juste Bonjour, Ali. d'intervenir parce que je suis en train de le passer, justement, le CAP, et il y a Mhm. une dispense pour les assistantes maternelles pour le P2, enfin, par rapport au stage pour l'accueil collectif. Alors, ça m'étonnerait. C'est dans quel contexte? C'est dans le cadre du candidat libre ou dans le cadre de VAE? Bah, ni l'un ni l'autre, en fait, enfin, c'est à la fois un peu en candidat libre aussi, puisque c'est dans le deuxième cycle de formation assistante maternelle, là, les Mhm. 43 heures qui sont dispensées. À l'issue, Mhm. on doit le passer, le CAP, maintenant, c'est obligatoire. Et en passant le Ok. CAP, donc on est obligé de passer le P1, le P3, donc ça, c'est obligatoire. On peut passer le P2 en plus si on veut. Mhm. Et donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et il y a une dispense, il y a une dispense quand on est assistante maternelle pour le Ok. stage maintenant. Mais je pense que Qui c'est vous... nouveau. C'est dans le cadre du stage. Alors, c'est vraiment dans le cadre du stage la dispense ou c'est la dispense même au niveau de la scolarité? C'est-à-dire des blocs à passer? C'est les deux. Enfin, moi, j'ai une dispense pour les matières générales, tout ça, parce que j'ai Oui, des ça c'est diplômes bon. à côté. Ok. Mais il y a aussi une dispense, il y a une dispense aussi par rapport au stage. Alors, potentiellement, c'est parce que le CAP petite enfance, il y a 2 stages à faire si on fait la scolarité classique. Il y a le stage en accueil individuel et le stage en accueil collectif. Pourquoi, encore une fois? En fait, tout ça, c'est relié à quoi? Tout ça, c'est relié à la définition du diplôme. En fait, la définition du diplôme, surtout dans le cadre du nouveau CAP AEPE, ce qui n'était pas forcément le cas pour le CAP petite enfance, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ça a changé récemment. C'est que le CAP AEPE, avant le CAP petite enfance, c'était des compétences qui étaient, voilà, qui ne se recoupaient pas. Voilà. Et aujourd'hui, les compétences du CAP AEPE, elles se sont séparées en accueil individuel, d'une part, premier bloc, accueil collectif, et ensuite accompagnement du développement de l'enfant. Donc il y avait 3 blocs, pas forcément dans l'ordre. Là, je l'ai dit par mémoire, mais voilà, en gros, et en tant qu'assistante maternelle, du coup, vous, le bloc 1 et le bloc 3, vous pouviez le passer assez facilement parce qu'effectivement, c'était ce que vous faisiez tous les jours. Voilà. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui passe le CAP en école ou en alternance, effectivement, la personne doit faire un stage en accueil individuel, du coup, et en accueil collectif. Voilà. Donc à bien valider avec votre ce qu'on appelle la DAVA, qui sont les personnes qui s'occupent justement du passage du CAP. Mais voilà, en tout cas, dans le cadre de la VAE, vous, si vous souhaitez passer le P2, il y a un stage qui est obligatoire en accueil collectif. Ça, enfin, sauf si vous avez une expérience dedans. Et encore une fois, c'est logique, c'est que c'est lié aux compétences. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, OK, est-ce que vous avez déjà été dans le cadre d'un environnement professionnel lié à ce qu'on vous parle dans ce bloc de compétences-là? Voilà. Alors là, je vois qu'il y a plein de questions. Il y a 2 ans, pour le VE, CAPE, il n'y avait pas besoin de stage, il suffisait d'aller au RPE, ASSO. Ouais, mais alors ça, le problème, c'est qu'encore une fois, enfin, la VAE, enfin, oui, c'est ça, c'est la VAE Marie-Noël dont vous parlez. La VAE, à la fin, c'est un examen. Voilà, si vous arrivez à justifier, si vous arrivez à convaincre le jury que votre expérience que vous avez, par exemple, en allant en RPE, etc., ou en étant en association, en faisant des activités avec les autres assistantes maternelles, c'était presque comme de l'accueil collectif, c'est-à-dire que ça validait les compétences qui sont attendues dans les compétences de l'accueil collectif,
très bien. Nous, par exemple, aujourd'hui, les personnes qui passent la VAE avec nous, sur le CAP AEPE, et Salomé pourra se connecter juste après, celle qui s'occupe du diplôme, elle vous dira que voilà, la plupart du temps, c'est plus simple de se faire un stage, c'est une semaine. Voilà, c'est pas la mort, il faut trouver une semaine et on peut le faire comme ça. D'après ce que j'ai compris, la VAE remplace le CAP. Non, pas du tout. Pardon, j'ai peut-être pas été clair. Le CAP, c'est un diplôme. C'est exactement comme le diplôme d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'éducatrice des jeunes enfants. La VAE, c'est une manière d'avoir ce diplôme. C'est un peu comme l'école, l'alternance et le candidat libre. C'est une d'ailleurs des 4 manières qu'il existe en France. Alors, en France, on dit plutôt 3 parce qu'en fait, l'alternance et l'école, c'est considéré comme la même manière, puisqu'en fait, en alternance, vous êtes aussi à l'école. Mais voilà, en France, il y a 3 manières de passer des diplômes, à l'école, en candidat libre et en VAE. Et la VAE, ça date depuis environ 20 ans, un peu plus, parce que c'était en 2002. Et là, récemment, en 2023, il y a eu une réforme de la VAE avec France VAE qui l'a modernisée, qui l'a rendue beaucoup plus utilisable, beaucoup plus facile à mettre en place. Et donc, ça se développe extrêmement rapidement depuis septembre environ. Donc, vous n'êtes pas très en retard. En fait, tu valides simplement les blocs EP1 et EP3. Du coup, le CP n'est pas validé en entier. Exactement, Estelle. Tes notes restent valables 5 ans si tu souhaites le valider en entier. Voilà. En tout cas, quand je l'ai passé il y a 2 ans, c'était comme ça. Exactement. Moi, c'était effectivement ce que j'avais aussi comme information, Estelle. Moi, j'aimerais bien faire des stages en école maternelle ou crèche. Pour avoir mon CAP, j'ai le P1 et le P3. Comment faire pour avoir une convention de stage? Super question, Aurélia. Et bah, du coup, clairement, euh, euh, super question. Du coup, dans ce cadre-là, en fait, donc, si vous le faites en VAE, nous, on va pouvoir vous faire une convention de stage. Et du coup, vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est juste trouver l'endroit où vous voulez aller. Donc, par exemple, aller poser la question à la crèche locale. Par exemple, aller poser la question à, voilà, s'il y a une école maternelle à côté de chez vous, vous aimeriez bien aller. Vous avez juste besoin d'aller les voir, leur dire, bah voilà, je suis en VAE, j'ai une convention de stage, ça c'est important. Comme ça, vous rentrez hyper facilement. Et voilà. Mais pour ça, il faut être en VAE. Et pour être en VAE, il faut remplir le formulaire. Non, je rigole. Mais vous avez le formulaire dans les commentaires pour celles qui veulent y aller. Et il y a l'équipe Gatsby, bien sûr, Julie, qui parle de centre aéré. Possible aussi. Encore une fois, revenez à la définition, effectivement. Ce qui intéresse le jury, c'est, OK, est-ce que Victor, il veut passer le CAPEPE. Est-ce que si je le mets demain dans une crèche, je le mets demain dans une école maternelle, je le mets demain dans un centre aéré, est-ce qu'il sait s'organiser? Est-ce qu'il a les compétences pour ça? Voilà. Donc finalement, l'important, c'est l'accueil collectif. Alors, je vois beaucoup de questions. J'ai voulu faire comme vous, mais le rectorat m'a dit stage obligatoire de 38 heures, mais c'est peut-être éparpillé au niveau des horaires. Ça pourrait être que le mercredi. L'avantage de cette messe, c'est qu'on n'a pas, on a plus que 38 heures et en école, c'est 3 semaines. Alors, Aurélie, par contre, vous parlez de quoi? Voilà. Alors, Aurélia, par contre, je reviens sur la question. Et combien de temps il faut passer le CAP? J'ai eu le P1 et le P2 en 2021. Donc, honnêtement, vous, si vous passez uniquement le P3, si vous passez uniquement le P3, Aurélia, vous le faites en un mois en VAE, hein, même plus rapidement. Oui, 3 semaines, Salomé réinsiste. Voilà. Non, vraiment, le CAP, ça va vite. Ça va vite. Et encore une fois, c'est pas de la magie. Enfin, c'est pas une arnaque. C'est pas une. On n'est pas en train de vous dire, ah, regardez, on rentre dans ce petit trou légal. Non, c'est pas ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, en tant qu'assemblée, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous êtes terrain. Vous avez des compétences extrêmement variées. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de diplômes qui, par la VAE, vu la façon dont est construit la VAE, c'est-à-dire l'objectif de la VAE, c'est de valider ce que vous avez appris grâce à vos expériences. C'est normal que la VAE soit encore plus adaptée à vous. Voilà. J'ai passé le P3, pardon, pas le P2. Oui, c'est ça, Aurélia. Bah vous, c'est un mois, et vous allez juste passer le P2 et il vous faut un stage. Voilà, un stage d'une semaine et ça peut aller hyper vite. Même moins 3 semaines. Voilà, Salomé, elle réinsiste 3 semaines. Attention, vous allez la mettre en colère. Si tu peux rentrer. Salomé va nous rejoindre sur l'appel pour celles qui sont sur le CAP et on en parlera juste après. Je suis ici juste pour le stage. S'il vous reste que le P2, donc en effet, ce que dit le référentiel en établissement en collectif, on parle de 2 choses dans un établissement collectif. Nous, chez Gazoui, on vous prépare au pire jury qui existe sur Terre, comme ça, si c'est le meilleur, tant mieux. Et le pire, lui, quand il voit collectif, il voit EAJE, établissement d'accueil de jeunes enfants, MAM, crèche, micro-crèche, etc. Ou bien école maternelle, centre aéré, école de loisirs. On sait que vous avez les compétences pour gérer un groupe d'enfants, on sait que vous savez travailler en tant que professionnel. Par contre, c'est pour montrer votre motivation au jury et de dire, bah oui, monsieur, pour coller exactement au référentiel, j'ai fait un stage en immersion. Il ne faut pas faire 3 semaines de stage, 2 semaines, 1 semaine. Moi, ce que je dis à mes candidats, 2 jours, c'est largement suffisant pour montrer votre motivation et pour voir les compétences du bloc 2. Le bloc 2, c'est autour de 2 choses, savoir entretenir un espace en structure collective et savoir collaborer avec une équipe pluriprofessionnelle, différents professionnels qui ne sont pas du même métier que vous. Et en école maternelle, centre aéré, c'est pareil. Centre aéré pendant les congés.
Vous pouvez aller en stage immersion. Les écoles acceptent, là, mes candidates, elles sont même des demi-journées à la fin de la journée de la crèche pour voir comment on range les locaux, etc. Localement, ça marche beaucoup mieux. De temps en temps, vous avez même des enfants scolarisés à l'école et vous allez voir la prof en disant voilà, ou même dans les parents employeurs. Moi, j'ai une candidate, son parent employeur est institutrice, elle a accueilli la professionnelle en stage. Il y a moyen de trouver des stages en immersion. Tout le monde a besoin d'aide aussi. Et localement, les choses se font très bien. Et comme disait Victor, on vous donne la convention. Moins de 3 semaines, merci Alexandra. Je ne sais pas si c'est Alexandra Chevalier que j'accompagne ou pas. On fait le stage et après, elle passe devant un jury. Non, c'est pas forcément dans cet ordre-là, ça dépend, Aurélia. Et j'ai pas eu le P2. Bon, après, je vous laisse avec Victor, mais voilà sur le stage. Merci Salomé. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, sur le CAP, on ne va pas rester trop longtemps sur le CAP, enfin, comme sur n'importe quel diplôme, mettez-vous sur le formulaire. Voilà, inscrivez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe, on passe 15 minutes ensemble, on vous dit tout de suite, voilà. Si vous savez peut-être le CAP, peut-être que c'est le diplôme d'auxiliaire, peut-être que c'est le diplôme de JE, et je l'ai promis aux gens dans les commentaires, on va passer un peu de temps sur le diplôme de JE. Voilà, donc c'est pour ça on doit un peu avancer. Voilà. Ok, c'est super. Donc les moyens à votre disposition, comme je vous dis. Donc la VAE maintenant, un peu plus de focus sur ce que c'est la VAE, parce que j'ai l'impression qu'effectivement pour tout le monde c'est pas forcément très clair. Je vois Boalem par exemple, est-ce que la VAE je pourrais travailler en crèche collectif? Oui, si vous avez le CAP bien sûr. Si vous avez le diplôme d'auxiliaire aussi, vous pouvez. Voilà. Donc qu'est-ce que la VAE? La VAE c'est donc les validations des acquis de l'expérience. Comme je vous ai expliqué, l'objectif c'est quoi? C'est que vous avez travaillé, en travaillant, vous avez développé des compétences. Avec ces compétences-là, il y a de bonnes chances pour que c'est des compétences qui sont attendues dans un diplôme. Vu qu'un diplôme c'est une liste de compétences, bah, en fait si vous arrivez à faire la liaison entre les deux, vous pouvez avoir un diplôme. Voilà. N'hésitez pas si dans les commentaires, il y a des gens qui ont déjà fait des VAE d'ailleurs, hein. Parce que voilà, honnêtement, aujourd'hui, en tant qu'assistant maternelle, potentiellement le meilleur moyen que vous avez, vous, de passer des diplômes, c'est en VAE. Voilà, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas forcément s'arrêter de travailler. Voilà, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Et d'autre part, mais ça c'est plus mon avis personnel, c'est que je trouve que c'est quand même un super moyen de valoriser ses compétences. Bah, de se dire, bah voilà, tout ce que je fais au quotidien, bah, en fait, ça me sert. Enfin voilà, c'est pas juste. Enfin, j'ai de la technicité, j'ai de la compétence, j'ai envie de la faire valoriser. Voilà. Et surtout, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Pour vous dire, un diplôme d'AP en VAE, ça dure 1500 heures en école. Et en VAE, on le fait entre 3 et 4 mois. Voilà. Donc, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et si je veux me reconvertir, etc., bah, ça peut m'aider. C'est juste que ce que je vous dis souvent, c'est que mieux vaut faire plus tôt que plus tard. Parce qu'une fois que vous avez le diplôme d'AP, vous pouvez rester à centre maternelle, hein. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des parents, on en reparlait de trouver des clients, trouver des parents à accompagner. C'est un atout en plus, hein, en particulier dans les endroits où il y a beaucoup de professionnels et la compétition est rude. Bah, c'est quand même un atout particulier, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour un peu sur le domaine d'activité et j'espère que voilà, le message que vous avez compris, c'est ces compétences, vous les avez. C'est plus important. Ensuite, très concrètement, le fonctionnement de la VAE. Comment ça marche? La VAE, du coup, ça reste un processus assez formel, un peu comme quand on va à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'il faut certaines formalités. Et donc, du coup, pour faire sa VAE, comment ça marche? La première étape, c'est qu'il faut envoyer son dossier. Un peu comme quand on va à l'école, on s'inscrit sur Parcoursup, ou bien quand vous êtes inscrit en école, voilà, par exemple pour le CAP, si vous êtes inscrit en école de CAP, on envoie un dossier à l'école, et l'école va nous dire, OK, est-ce que vous avez le droit de démarrer la formation ou pas? Voilà. Bah, dans la VAE, c'est pareil. En fait, on écrit un dossier qui s'appelle le livret 1 et qu'on envoie ensuite à ce qu'on appelle au certificateur. C'est-à-dire, là, dans le cadre du diplôme d'AP, c'est le ministère de la Santé. Dans le cadre du CAP, c'est l'Éducation nationale. Et dans le cadre de JE, c'est aussi le ministère de la Santé. On envoie un dossier qui présente rapidement, mais c'est vraiment rapide, hein, ça prend une demi-heure à construire. Ça présente vos expériences en lien avec les compétences, justement, les 12 compétences qu'on a vues juste avant. On envoie ce dossier, hop, le ministère le récupère, il regarde, et au bout de 3-4 semaines, avant je disais 2 semaines, mais c'est un peu plus long, avant c'était 3 mois, hein, vous recevez un avis de recevabilité, c'est-à-dire de dire, ok, bah, c'est bon, madame voilà, Cindy, elle peut démarrer sa VAE. À partir de là, vous avez 2 choix. Cet avis de recevabilité, c'est-à-dire cet avis de dire, ah, bah, voilà, c'est bon, Cindy, elle peut démarrer sa VAE, soit vous avez 3 ans pour l'activer. Donc, c'est-à-dire soit vous commencez votre VAE direct, soit vous pouvez attendre 3 ans pour démarrer la VAE. Et ensuite, on démarre la VAE. Qu'est-ce que c'est du coup concrètement la VAE? Bah, c'est l'écriture de ce qu'on appelle le livret 2. Qu'est-ce que c'est le livret 2? Et bien là, pour ça, on va revenir à la définition d'un diplôme. Dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, nous avons 12 compétences. Voilà. Mise en place d'activités d'éveil,
mise en place de soins du quotidien, choses comme ça. Pour chacune de ces compétences, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous décriviez une situation où vous avez réalisé ça. Donc, par exemple, mise en place d'activités d'éveil, vous allez devoir décrire une activité que vous avez mis en place avec les enfants autour de l'éveil. Yoga, motricité, lecture, jeu libre, quoi que ce soit. Vous allez devoir décrire ça. Et vous allez devoir faire ça pour les 12 activités. Donc, vous allez devoir trouver 12 situations. Et ça, c'est ce qu'on appelle le livret 2. Et ce livret 2, on va l'envoyer à un jury. Ce jury, il va revenir à vous avec une date. Et après, vous avez le troisième partie, c'est l'oral du jury, qui dure 1 heure, devant 2 membres du jury, 2 ou 3, ça dépend, et qui vont vous poser des questions sur votre dossier, qui vont un peu l'éplucher. Voilà. Et à l'issue de ça, vous savez si vous avez la validation. Et vous avez 3 possibilités. Soit c'est le refus. C'est le refus, comme son nom l'indique, c'est refusé. Soit c'est ce qu'on appelle la validation totale. Donc là, ça veut dire que vous avez le diplôme, c'est bon, c'est fait. Et vous pouvez l'appliquer où vous le souhaitez. Ou bien vous avez la validation partielle. La validation partielle, c'est, vous avez remarqué qu'en fait, c'est quelque chose d'assez fragmenté, la VAE. C'est-à-dire qu'en fait, on a 12 compétences qui normalement ne se retouchent pas. Et du coup, dans ce cas-là, potentiellement, le jury va dire, Cindy, elle a 8 compétences sur les 12. Donc, il lui reste 4 compétences à valider. Donc, on lui valide les 8 compétences, mais il en reste 4 à valider. Voilà. Et du coup, dans ce cas-là, les 4, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous retournez à l'école. Et l'avantage, c'est que une fois que vous avez fait votre VAE, vous n'avez pas besoin de passer le concours d'entrée, vous êtes directement accepté. Et d'autre part, vous avez juste besoin de passer les cours pour les 4 compétences. Soit vous refaites une VAE pour les 4 compétences. Donc voilà. Et donc du coup, s'engager dans une VAE. Alors là, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est que pour faire toutes ces étapes-là, donc livret 1, livret 2 et oral du jury, vous êtes accompagné par ce qu'on appelle des architectes accompagnateurs de parcours. Qui sont ces gens? Ces gens sont des professionnels qui sont chargés de vous accompagner dans tout votre processus VAE et de vous aider dans ce formalisme. Vous vous souvenez, ce que je vous avais dit, c'est que parfois, effectivement, le formalisme peut être un peu lourd et donc c'est bien de pouvoir être aidé par des gens pour le faire.